Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Salut Christophe. Ukraine, Slovaquie, Géorgie, l'Est de l'Europe est sous pression. La Russie a ouvert avec succès un nouveau front dans l'Est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv. Affaiblie après 2 ans de conflit, une aide américaine trop longtemps suspendue au vote du Congrès et une aide européenne qui tarde à se concrétiser, Kiev semble en grande difficulté, tandis qu'à Moscou, on cherche le soutien de l'allié chinois. Vladimir Poutine est d'ailleurs parti à Pékin, tenter de convaincre son cher ami, ce sont ses mots, Xi Jinping, de l'aider dans ce conflit, au risque de se mettre un peu plus en position de dépendance. En Géorgie, le peuple se révolte contre une loi votée le 14 mai, une loi contre l'influence étrangère calquée sur celle en vigueur en Russie. Ils sont depuis des dizaines de milliers à manifester dans la capitale, Tbilissi, tandis qu'en Slovaquie, une tentative d'assassinat contre le Premier ministre pro-russe, Robert Fico, actuellement entre la vie et la mort, a créé la stupeur dans le pays et au-delà. Alors Alain, pour commencer cet épisode, est-ce que vous pourriez nous renseigner sur l'ampleur de l'offensive russe dans l'oblast de Kharkiv ? Londres parle d'un signal d'alarme qui devrait mobiliser les Occidentaux, distraits, je cite, par d'autres conflits. Oui, sans doute, l'avertissement britannique mérite d'être entendu. Alors, je ne peux bien sûr que faire une sorte de résumé de ce que disent les experts militaires, auxquels il arrive aussi de se tromper. Mais d'abord, Kharkiv, c'est la 2e ou la 3e ville de l'Ukraine. À un moment, ça a même été un bref moment, ça a été la capitale. Elle est bombardée tous les soirs. Il y a des quartiers de Kharkiv qui sont bombardés. Et elle est tout près de la frontière russe. Elle est à 80 km de la frontière russe, même pas 100 km, je crois. Et puis, entre Kharkiv et la frontière, il y a des collines, et sur ces collines, il y a une série de villages. Et il semble que l'armée russe veuille s'emparer de ces villages, ou de ces petites localités, et elle mène une offensive de très grande ampleur, c'est-à-dire que les soldats ukrainiens disent « ce ne sont pas des drones qui nous attaquent, ce sont des nuages de drones. Ils sont par dizaines, par centaines attaqués par les drones. » Pour le moment, ce front ne s'est pas effondré. Il subit des attaques quotidiennes. Sans doute y a-t-il des dizaines de milliers de troupes russes à l'assaut de ces villages. Et naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kharkiv est bombardé. Mais je n'ai pas entendu non plus d'experts militaires russes, ni de la part des Ukrainiens, je n'ai pas entendu dire que Kharkiv elle-même était menacée. Vous savez, cette ville avait été au tiers prise par l'armée russe en février-mars 2022, avant d'en être chassée par la contre-offensive ukrainienne. Je n'ai pas entendu dire que les Russes seraient en mesure de reprendre, encore une fois, Kharkiv. En revanche, j'ai entendu des experts qui expliquaient que d'ici à la fin de l'été, la Russie comptait lancer une grande offensive, jeter 100 000 hommes à l'offensive pour compléter l'invasion du Donbass. Et certains experts disent, voilà, l'opération Kharkiv dont nous parlons, c'est une opération de diversion pour dégager le reste du front. C'est un front qu'il faut toujours le rappeler, qui s'étale sur plus de 1000 km de long. C'est comme s'il y avait la guerre le long de Cherbourg à Hendaye, en France, pour dégager le front sur le Donbass. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ce que disent les experts aussi, c'est que dans l'idée de Poutine, la reconquête de Kharkiv permettrait de faire de cette ville la capitale, en quelque sorte, de l'Ukraine libérée, c'est-à-dire la partie de l'Ukraine qui est désormais sous contrôle russe serait célébrée à travers une nouvelle capitale qui serait Kharkiv, qui était d'ailleurs auparavant une capitale russe, etc. Enfin, c'est le discours habituel. Alors pendant ce temps, Vladimir Poutine est en visite en Chine pour rencontrer Xi Jinping, le président chinois. Alors cette rencontre, elle peut donner le sentiment d'une Russie un peu aux abois, qui serait contrainte de s'en remettre à son voisin chinois, au risque d'en devenir un peu plus le vassal. Que fait Poutine exactement en Chine ? Est-ce qu'il est vraiment dépendant de la Chine, Alain ? C'est le premier voyage à l'étranger que fait Poutine après l'intronisation de son nouveau gouvernement pour un 3e mandat. Maintenant, il a le droit d'en faire autant qu'il veut. Donc, son premier voyage à l'étranger, c'est la Chine. Ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas
avant le début du mois de février 2022, lorsque ces deux pays signent un pacte d'amitié sans limite, disent-ils. Les Chinois disent sans toi, sans limite. C'est un élément clé et fondamental de la scène internationale d'aujourd'hui. C'est une alliance essentielle. Alors les Chinois ne parlent jamais d'alliance parce qu'ils considèrent qu'ils sont entourés du monde barbare et qu'on ne s'allie pas avec des barbares. Mais on peut passer des pactes d'amitié avec eux ou commercer avec eux. Donc il y a ce pacte d'amitié. Il couvre à peu près tous les domaines. Alors les Chinois disent lorsqu'ils viennent ici à l'Ouest, mais c'est pas un pacte militaire. Sauf qu'il y a des manœuvres communes. Sauf que sans la Chine, la Russie serait incapable de monter l'opération qu'elle monte en ce moment à Kharkiv, comme vous dites, ou de poursuivre la guerre avec une pareille intensité. Autrement dit, le soutien militaire de la Chine à la Russie est essentiel. C'est aussi un soutien diplomatique, cela empêche la condamnation de la Russie aux Nations Unies, par exemple, et dans tout le système des Nations Unies. Et c'est enfin un soutien économique fondamental. La Russie vend son gaz et son pétrole au rabais, certes, à la Chine. Elle a un client qui lui rapporte pas ce qu'elle gagnait avant en Europe de l'Ouest, mais quand même des sommes considérables et qui permettent de financer la guerre. En contrepartie, la Russie s'est ouverte aux industriels chinois. Et par exemple, qui domine le marché de l'automobile en Russie? Et même, ça va plus loin que ça, parce qu'il n'y a pas eu en 2023 une voiture neuve vendue en Russie qui n'était pas chinoise. En revanche, voilà, vous avez machines-outils, automobiles, composants électroniques, toute une multitude, toute la gamme de la plus-value chinoise, elle va en Russie. Et je vous donne un chiffre pour 2023. Le chiffre, c'est les échanges entre les deux pays, donc matières premières d'un côté, et puis énergie, côté russe, et puis produits manufacturés, côté chinois, se sont élevés à 240 milliards de dollars. 240 milliards de dollars, c'est la moitié du commerce extérieur, des échanges que les Chinois font avec les Américains. C'est énorme. Au début des années 2000, cette somme était de 10 ou 20 ou 30 milliards de dollars maximum. Et vous avez donc un basculement complet de l'économie russe vers la Chine, dans un sens qu'on peut qualifier de vassalisation, si vous voulez. Mais est-ce que les intentions de la Chine sont uniquement économiques ? Les intentions, elles sont sur le papier. Il suffit de les lire. C'est écrit noir sur blanc dans le communiqué du 4 février ou du 5 février 2022 qui termine une visite de Poutine à Pékin au moment des Jeux Olympiques d'hiver. Tout est expliqué. Nous allons mener une bataille politique et idéologique pour changer le système international, pour lutter contre la prépondérance occidentale ou l'hégémonisme américain. Vous trouverez les deux termes. Et partout, nous mènerons ensemble cette bataille. Pour Xi Jinping, cette bataille est prioritaire. Et je crois même qu'il est prêt à sacrifier sur le plan économique pour mener cette bataille jusqu'au bout. Ils sont l'un et l'autre convaincus qu'ils vont gagner. Ils n'ont pas le sentiment d'être le dos au mur. Ils sont convaincus aussi qu'ils ont l'histoire avec eux et qu'ils auront l'ensemble du Sud global, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, de leur côté. C'est en effet un processus de vassalisation de la Russie par rapport à la Chine, parce que ce basculement que décrit Alain va se traduire par pratiquement une mainmise de la Chine sur le destin économique de la Russie. Donc je pense que évidemment la Russie va s'employer maintenant à démontrer ou à essayer de démontrer le contraire à destination des médias occidentaux, mais la réalité est bien celle-là, et qu'il faut rapprocher les chiffres que donnait Alain. Il faut se souvenir qu'en effet les échanges Chine-États-Unis c'est à 600 milliards de dollars, mais les échanges Chine-Europe, Union européenne, c'est 800 milliards de dollars. Donc la Chine a aussi comme principal partenaire et comme principal besoin d'être en partenariat avec, c'est bien l'Union européenne. Il faut aussi avoir cet élément en tête, ce qui explique l'espèce de, pas de double discours chinois, mais la façon dont les Chinois arrivent à faire croire ou à noyer leur argumentation la plus virulente sous des propos beaucoup plus polissés, notamment quand Xi Jinping vient en Europe et vient en France principalement, hein. Donc il faut avoir aussi cela en tête. Après, c'est vrai que aujourd'hui, la Russie mène aussi une compétition en termes de stock de munitions, de stock d'armement, ainsi de suite, et qu'elle peut s'être engagée dans cette compétition grâce à
toutes les fournitures que lui envoie la Chine. Et donc, venant à Paris, Xi Jinping avait dit il ne faut pas salir en gros la réputation de la Chine avec l'idée que la Chine pourrait aider la Russie militairement. Non, elle l'aide déjà complètement. Donc là encore, on a affaire à un double discours auquel il faut évidemment faire attention. Mais en même temps, ça n'empêche pas qu'on est aussi dans la contrainte qui est de trouver un mode de partenariat avec la Chine pour des raisons économiques, nous aussi. Donc c'est une situation extrêmement complexe. Juste pour revenir d'un mot sur ce qu'évoquait Alain tout à l'heure, c'est ça qui m'avait le plus frappé, c'est que l'accord d'amitié éternelle entre Xi Jinping et Poutine est signé quelques jours seulement avant l'invasion de l'Ukraine. Et donc, la bataille idéologique dont parlait Alain trouve sa première concrétisation sur le plan du terrain et sur le plan militaire par l'invasion de l'Ukraine, et c'est précédé par ce sommet. Donc, au fond, Poutine avait assuré ses arrières, d'une certaine façon, parce qu'il savait bien que les sanctions occidentales viendraient, d'une part, et d'autre part, on ne peut pas croire un instant que Xi Jinping ait été tenu à l'écart de ce qui allait se produire, de ce qui allait se passer. Et on a vu d'ailleurs progressivement la Chine abandonner, au fond, ce qui faisait le fondement de son attitude dans les relations internationales, c'est-à-dire l'inviolabilité des frontières, le fait que chacun doit se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur de ses frontières et ne pas... Sauf qu'aujourd'hui, il soutient un pays qui en a envahi un autre, et donc il foule aux pieds littéralement tout ce qui a été le credo chinois à destination d'ailleurs principalement de l'Occident, parce que je pense que l'opinion chinoise elle-même n'est pas tenue informée de tout cela. Un soutien principalement économique, vous l'avez dit Alain, et c'est important l'économie pour la Russie, puisqu'on a vu ce week-end le limogeage un peu surprise du ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. C'était un fidèle de Poutine, il était en poste depuis 2012 et il était remplacé par un économiste, Andriy Belousov. Pourquoi mettre un économiste à la tête des armées, Alain ? Le gouvernement change. Le Premier ministre, qui est le même, change en général la composition de son gouvernement et c'est entériné par Vladimir Poutine, évidemment. Eh bien, vous savez, les deux hommes sont amis. J'entends Poutine et Shoïgu. Et le ministre, ils passent leurs vacances ensemble. Ils vont dans la campagne, dans la taïga, ensemble. Je crois qu'ils sont restés amis, d'ailleurs. Mais voilà, Poutine veut construire une machine de guerre. Il a besoin d'un contrôle de l'économie. Il a basculé une partie de l'économie russe dans l'économie de guerre. C'est-à-dire, il compte sur les contrats de défense pour maintenir la croissance, ce qu'il réussit, d'ailleurs. Et donc, il l'a confié à son principal conseiller économique, le ministère de la Défense. Voilà ce qu'on peut dire, ce que les gens qui sont les spécialistes des mouvements au Kremlin font valoir, et ce que les Russes pourraient dire également, d'ailleurs, aussi. Donc je pense que ce n'est pas tant pour ce qui s'est passé sur le terrain ou pour la défaite subie par les forces russes en février et mars et avril 2022 qu'il y a changement. Je pense qu'il y a changement parce qu'il y a un changement très profond en Russie, d'un pays en voie de militarisation complète et qui fait du secteur de la défense sa priorité absolue pour des guerres à venir. Ce qui veut dire que ces nominations correspondent au fait que, pour aller vite, Poutine prépare la prochaine guerre. En tout cas, il se met dans une situation, il essaie de mettre son pays dans une situation où il va en effet engager le fer sur d'autres terrains que celui de l'Ukraine. Alors on a en ce moment la Géorgie qui commence à ressembler à ce qui était la situation en Ukraine il y a quelques années. On a les menaces sur la Moldavie. On a aussi les alertes venant des services et des gouvernements des États baltes, notamment de l'Estonie, qui expliquent que la Russie prépare des plans de mouvement vers les États baltes. On a le renseignement allemand qui avait aussi alerté sur l'idée que Poutine préparait une machine de guerre opérationnelle pour 2026. Et donc là, on a sans doute le premier élément de ce qui est la préparation des guerres à venir que Poutine souhaitera ou souhaite dès maintenant engager dans une partie où il considère qu'il est, comme on le sait, agressé par l'OTAN et qu'il a engagé la Russie dans une défense largement aussi essentielle que ne l'était la défense de la Russie face au nazisme. Donc voilà, on est devant cela. Il a été sous-estimé. Le danger russe, le danger qu'il représente a été sous-estimé par le passé, dans un passé récent. Et il ne faudrait pas qu'on reprenne le même chemin aujourd'hui et qu'on se trompe sur l'interprétation de ce qui se prépare.
Alors justement, en Géorgie actuellement, on manifeste par dizaines de milliers contre une loi. C'est la loi sur l'influence étrangère qui est portée par le parti au pouvoir, Rêve géorgien. Rêve géorgien qui était d'abord un parti pro-européen et qui est devenu au fil du temps un parti pro-russe. Ça fait un peu penser aux images d'Euromaïdan en Ukraine. Est-ce que ce mouvement populaire pro-UE, anti-gouvernement, pourrait provoquer une intervention russe? Parce que c'est ça qu'on a vu avec l'Ukraine. Est-ce que ça pourrait faire peur à Poutine au point d'intervenir? Faire peur aux yeux de Poutine, c'est un prétexte, c'est un casus belli évident. On sait très bien que c'est ce qui était reproché à l'Ukraine, c'était deux choses. C'était bien sûr de se tourner vers l'Union européenne, mais aussi et surtout de se tourner vers la démocratie. La grande peur de Poutine, on l'a oublié, c'était qu'il subisse en Russie l'équivalent d'une révolution type Maïdan, d'une révolution orange. Et donc ça s'était vu quand dans les années 2011, je crois, ou 2012, il y avait eu des mouvements dans l'opinion russe qui étaient de plus en plus hostiles, avec une réaction de la part de Poutine qui avait visé les présidents de région, ainsi de suite. Mais sa hantise était bien celle-là. La démocratie fait peur aux tyrans. Et là, on a la répétition, en effet, de ce qui s'était passé en Ukraine. Non pas tant, enfin, certainement le fait qu'ils veuillent regarder vers l'Europe, mais plutôt sûrement le fait qu'ils sont en masse sur les places publiques, ils font pression à travers l'opinion, et donc je pense que ça aussi, ça entre en ligne de compte. Il faut rappeler que la Géorgie est une cible de choix pour la Russie, qui a déjà attaqué le pays en 2008 et qui lui a pris une partie de son territoire, Alain. Oui, l'Abkhazie et l'Ossétie, oui, une partie de l'Abkhazie et l'Ossétie. Cette loi, si vous voulez, sur les agents de l'étranger, qui est là pour empêcher le financement des ONG, le financement des associations, enfin, tout ce qui fait une société civile, ou ce qui fait qu'une société civile s'autorise cette liberté d'expression et cette liberté de pensée, c'est typique de ce qui s'est passé en Russie. Et après, adopter cette loi, c'est s'aligner sur la ligne de Vladimir Poutine. C'est comme un signe de soumission, si vous voulez. On en est là, à nouveau. Il y a une loi de ce type. Évidemment, il y en a une en Russie, et ça va très loin. Parce que, par exemple, un diplomate français me disait « Ok, nous allons essayer de maintenir des relations culturelles avec la Russie. » Très bien. Alors, on a ouvert des centres culturels dans des villes de province, pas simplement à Saint-Pétersbourg et à Moscou. On en a ouvert. Mais évidemment, il faut recruter des Russes. Le personnel est russe dans un centre culturel étranger. Et les Russes, si on les recrute, ils tombent sous le coup de cette loi. La méfiance s'installe. Ils sont signalés à la police, etc. Et donc, nous avons dû renoncer à faire fonctionner des centres culturels à cause de cette loi qui est destinée à limiter au maximum les contacts avec la population russe. Il y a une loi de ce type aussi en Hongrie, bien sûr, autre pays qui est dans cet axe-là, enfin, qui entretient une relation très proche avec Vladimir Poutine. Le problème que pose la Géorgie est un peu similaire à celui qu'il y avait en Ukraine. Le parti au pouvoir, il est arrivé au pouvoir par des élections libres. Massivement. Sur un programme qui n'est pas celui actuellement Alors, appliqué. c'est ce qu'on dit. Cela dit, c'est la deuxième fois qu'il présente cette loi. Une première fois, il y a renoncé. C'était la même chose. Le président ukrainien, Yanukovych, s'était engagé à aller dans le sens d'un accord d'association qu'on appelait le partenariat oriental avec l'Union européenne. Et puis, sous la pression de Poutine, il a renoncé. Et c'est ça qui déclenche les manifestations de Maïdan. Et c'est ça qui déclenche les manifestations de Géorgie aussi. En Slovaquie, c'est le Premier ministre Robert Fico qui a été victime d'une tentative d'assassinat cette semaine. Lui aussi est clairement pro-russe, Alain, et fait de la Slovaquie un État positionné aux côtés de la Russie. Il a d'ailleurs suspendu l'aide de son pays à l'Ukraine. On rappelle que la Slovaquie fait partie de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet homme qui visiblement est très proche aussi de Poutine, en tout cas des idées de Poutine? Fico est un ancien dirigeant communiste, d'avant les années 90. C'est un ultranationaliste. Il a déjà été 2 fois, je crois, Premier ministre. Il est très proche de la Russie. Alors, je ne sais pas si c'est une proximité politique ou idéologique, mais voilà. Mais ce ne sont pas ses seuls attachements. Ses attachements autres sont avec le milieu. Et à plusieurs reprises, il a été lié à des affaires, notamment un assassinat, et des affaires qui étaient liées à des batailles
pour des marchés publics, la corruption. Je ne me souviens pas exactement du détail, si vous voulez, puisque l'on essaye de dresser un portrait aussi complet que possible d'un homme qu'on connaît mal sur la scène parisienne. Voilà, il avait aussi flirté, en tout cas, ou été accusé à plusieurs reprises, mêlé à des scandales dans lesquels le milieu était présent, ou dire même des juges. Et d'ailleurs, il veut mettre la main sur l'appareil judiciaire. Il est en train d'instaurer un certain nombre de réformes, entre guillemets, qui vont dans le sens de tous les pays qui veulent sortir de la démocratie libérale. C'est son projet. Alors je ne le situe ni à gauche ni à droite, parce que son parti était comme ça. Il semble bien que l'homme de 71 ans qui a ouvert le feu sur lui, même chose, soit un homme, aucune affiliation politique précise. De temps en temps, il était ultranationaliste, voire même pro-nazi. De temps en temps, il était libertaire de gauche. Il se revendique actuellement de gauche. De temps en temps pro-européen, de temps en temps ultranationaliste. Donc lui aussi s'est baladé sur le spectre politique avec une souplesse qui dénote sans doute un certain dérangement mental. Sans faire de trop de simplification, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la concomitance de ces événements, la Géorgie, la Slovaquie? On est dans une Europe de l'Est qui est très déstabilisée actuellement, Jean-Marie. Est-ce que, avec la guerre en Ukraine à côté, est-ce qu'il faut craindre pour cette région une éventuelle bascule? Oui, cette crainte, elle va aussi, à chaque fois qu'il y a des processus électoraux aussi, il y a à la fois des tentatives de déstabilisation par des cyberattaques, il y a les campagnes de désinformation, il y a le poids politique que la Russie peut exercer sur un certain nombre de partis d'extrême droite. Je vous rappelle qu'il y a des élections européennes. Dans ces élections européennes, un peu dans tous les pays, il y a des formations d'extrême droite qui ont un point commun, qui est leur pro-poutinisme, qui est aussi le fait qu'ils ont été et qu'ils sont peut-être toujours financés par Vladimir Poutine dans un but bien précis qui est de défaire l'Union européenne. Et donc tout ça peut prendre diverses formes et les incidents ou les événements que l'on subit aujourd'hui sont autant de marques de cette déstabilisation qui progresse en fait et qui est évidemment dangereuse pour nous. Mais le front le plus dangereux, ça reste quand même l'Ukraine. Hein. Je veux dire, si d'aventure l'Ukraine venait à céder, là, je pense qu'on subirait d'ailleurs une défaite, c'est-à-dire les Européens principalement, une défaite stratégique historique. Et donc, c'est à cela qu'il faut aujourd'hui s'attacher, c'est-à-dire veiller à ce que l'Ukraine puisse mieux se défendre qu'elle ne le fait en ce moment. Je pense qu'il faudrait, pour être très didactique, détailler les revendications principales, il y en a 3, de la bataille idéologique que mènent les Russes et les Chinois. Ils ont 3 revendications très précises. C'est le droit à une zone d'influence. Dans la zone d'influence, les pays ne sont pas entièrement souverains. Ils n'ont pas le droit de passer un certain type d'accord. C'est valable pour le Pacifique occidental, comme pour l'Ukraine ou la Géorgie. Le deuxième point de revendication qu'on trouve dans le document du 4 ou du 5 février, dans le document qui scelle l'amitié russo-chinoise, c'est il faut supprimer les pactes militaires issus de la guerre froide. Et autrement dit, il faut supprimer l'accord entre le Japon et les États-Unis, entre la Corée du Sud et les États-Unis, entre les Philippines et les États-Unis. Ça, c'est pour le côté pacifique. En Europe, il faut supprimer le pacte atlantique, l'accord de solidarité en matière de défense entre les États-Unis et l'Europe. Et la troisième revendication, ce n'est pas une revendication où on demande un changement des textes, mais on demande une autre interprétation des textes qui fondent l'esquisse de droit international ou de communauté internationale, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte des Nations unies, les 2 textes ayant la même valeur juridique, qui sortent le chapeau suprême d'une sorte de droit international dont on sait qu'il n'est guère respecté, mais qui existe quand même un peu, et à l'égard duquel tout le monde est infidèle, les Russes, les Chinois, mais les Occidentaux aussi. C'est sur ces 3 points, le 3e point étant destiné à évacuer la question des droits de l'homme de la scène internationale. La question des droits de l'homme ne doit pas intervenir dans les relations interétatiques.
Et voilà les 3 points qu'il faut retenir et sur lesquels les Russes et les Chinois mènent bataille. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr, et cette semaine vous nous parlez du Sud global, qui n'est pas si unique qu'on le dit. Je reviens sur la visite de Xi Jinping, mais cette idée qui s'installe, si vous voulez, c'est que sous les bombardements de Gaza, dans la mesure où les bombardements de Gaza ne sont pas autant condamnés à l'Ouest, en Europe ou aux États-Unis, que les bombardements russes sur l'Ukraine, eh bien le Sud global nous considérerait une fois de plus comme totalement infidèles à nos valeurs, et ce serait définitivement rangé derrière le couple russo-chinois. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs, et la semaine prochaine. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.